Il y avait des formes de technologie, mais que des acteurs qui n'avaient pas pris le virage suffisamment tôt de l'intelligence artificielle. Et donc, quand tu viens d'un autre ADN, tu fais un autre métier, tu le fais très très bien depuis des années, c'est pour ça que tu as des clients, c'est pour ça que tu as un gros chiffre d'affaires, c'est pour ça que tu es toujours là, mais tu as raté ce virage-là. La première clé de voûte, c'est le product marketing. C'est comment est-ce que j'assure le pont entre ce qui est la proposition de valeur que l'équipe produit a développée et le discours que le sales doit porter pour être convaincant. Donc toute cette réflexion autour du messaging et du positioning qu'on fait en amont et ensuite va ruisseler dans l'intégralité des campagnes qu'on va faire côté marketing et grosse ou dans le discours de vente qu'on va porter côté commercial. Le premier point, et c'est 80% du job, c'est la valeur du produit. Déjà, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas un produit qui répond à une vraie problématique, qui apporte une vraie valeur à tes clients, bon, ça sert à rien de fournir des efforts pour essayer de faire grossir quelque chose qui est rien d'autre qu'une bulle. Si vous suivez les contenus qu'on produit avec Bulldozer, donc que ce soit aussi bien ce podcast avec Conquête, sur LinkedIn, notre newsletter ou directement sur notre site web, vous savez qu'on aime partager nos dernières astuces pour augmenter l'acquisition, la conversion, bref, générer plus de business. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un outil qui est très sous-estimé, notamment sur des sujets de conversion. C'est votre signature email. Votre signature email, c'est un moyen très simple de pouvoir diffuser des messages personnalisés auprès des prospects de votre choix. C'est pour ça que c'est très puissant pour des campagnes d'ABM notamment. À titre d'info, sur les campagnes ABM qu'on utilise chez Bulldozer auprès de nos clients, la signature email, ça peut être jusqu'à 36% de taux de conversion sur des contenus. Donc c'est vraiment très très élevé. C'est pour cette raison qu'on a choisi Signetic en partenaire de Conquête. Signetic, c'est une solution de personnalisation d'email qui vous permet de déployer des signatures pour tous les collaborateurs en quelques clics seulement. Il y a une intégration native avec Google Workspace et Microsoft 365. C'est connecté à votre CRM. Vous avez aussi la possibilité de créer directement vos designs dans Canva et de les déployer dans l'outil. Bref, c'est très puissant, très simple d'utilisation. Et avec le code Bulldozer20, vous pouvez bénéficier de 20% de réduction sur l'outil. Merci à Signetic de proposer cette offre pour les auditeurs de Conquête. Allez, on attaque l'épisode. Grégoire, écoute, ce que je peux te proposer pour commencer, c'est de présenter Doctrine. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne connaissent pas. Oui, c'est vrai qu'on est sur un marché qui est un peu particulier, celui du droit. Avant de présenter Doctrine, peut-être juste recontextualiser. C'est quoi le droit ? C'est les règles qui vont un peu dicter les interactions que tu peux avoir entre des personnes, des sociétés, l'État et les citoyens, qui sont un peu les règles à respecter dans une démocratie. Pour défendre et conseiller le justiciable, tu as un avocat. Et cet avocat, pour travailler, il a besoin d'informations juridiques. L'information juridique, ça va être des choses que tu connais, les lois, les jurisprudences, les conventions collectives, conventions fiscales. Quel que soit le domaine, il y a une règle qui dit voilà comment on est censé se comporter. Le problème, c'est que ces règles, elles ont explosé au cours des dernières années. Il y a vraiment une inflation de l'information juridique, ce qui fait que pour un avocat, qui a un cerveau d'humain normalement constitué, maîtriser un volume d'informations croissant, ça devient impossible. C'est une équation insoluble. La seule façon de résoudre cette problématique, c'est l'intelligence artificielle. Elle va arriver, elle va centraliser l'information, la structurer, la catégoriser, et ensuite permettre à un avocat d'aller trouver l'information essentielle qui aura un impact sur son dossier. Donc la finalité pour toi, tes chefs d'entreprise, je suis sûr que tu as déjà eu affaire à des problématiques de droit des sociétés, droit du travail, et ainsi de suite. Et donc nous, ce qu'on permet de faire, c'est maîtriser l'environnement juridique d'un dossier client. Nos clients, c'est des avocats et des juristes, mais par extension, ils servent les intérêts de la société. Et donc, ce qu'on a fait, c'est Doctrine concrètement, c'est une technologie qui s'appelle une plateforme d'intelligence juridique qui exploite l'intelligence artificielle pour centraliser l'intégralité de l'information juridique et la rendre immédiatement accessible et disponible pour les professionnels du droit. Ok. Parce que je pense qu'il y a un truc, alors c'est vraiment top que tu aies recontextualisé aussi ce qu'on entend par le droit. Je reviens sur ce que tu appelles des règles, parce que je pense que c'est hyper important. C'est, il y a les règles, le code pénal, le code civil, les constitutions, etc. Et puis après, il y a comment tout ça est interprété au quotidien, dans les faits, etc. Exactement. En fait, ça, c'est un truc que j'avais du mal à réaliser avant, c'est notamment les jurisprudences. Telle entreprise a été dans tel cas, c'est un cas hyper particulier. Ouais. Va falloir interpréter la règle générale pour ce cas particulier. Et du coup, la décision du juge, ça devient la nouvelle règle, Exactement. La jurisprudence. Et donc, après, au fur et à mesure du temps, tu as plein de petits cas particuliers qui commencent à se faire.
Ouais. Et tu vois à quel point tu es sur un modèle exponentiel. Ah, mais complètement. Parce que tous les jours, tu as des décisions de justice qui sont rendues. Je crois que l'estimatif, c'est 4 millions de décisions de justice en France rendues tous les ans. Ouais. Donc t'imagines, 4 millions de décisions de justice qui peuvent avoir un impact sur ton dossier. T'es avocat aujourd'hui, tu fais quoi? Tu les lis toutes pour essayer de voir comment tu peux conseiller et défendre? C'est impensable. Ouais. Ouais. Oui, donc il y a un peu si je caricature un peu, et je crois que d'ailleurs c'était un peu la proposition de valeur au démarrage de Doctrine, c'était un peu un peu un espèce de Google. Enfin, c'est le moteur de recherche du droit, quoi. C'est-à-dire, je tape mes keywords et puis hop, j'ai les bons cas, etc. C'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. On est rentré par la jurisprudence. Ouais. Ok. Excellent. Toi, ton rôle au sein de Doctrine? Je m'occupe du marketing et des opérations business. Donc, c'est un périmètre qui est au final relativement large. Tu vas retrouver à l'intérieur toutes les composantes du marketing, tel qu'on l'entend. Tu as le contenu, le product marketing, mais aussi le sales enablement. Et tu bascules côté grosse et Ops avec toutes les équipes qui s'occupent des outils qui sont utilisés au quotidien par l'équipe Sales, dont la finalité est comment est-ce que tu améliores l'efficience, l'efficacité commerciale pour avoir un impact significatif sur ton résultat. Vous avez une équipe commerciale, enfin vous êtes en self-serve, vous êtes en... On a commencé en self-serve, Okay. On a commencé bas de marché et on est ensuite remonté haut de marché. C'est quoi le bas de marché, le haut de marché dans votre domaine? Alors, bonne question, je vais commencer aussi par ça. Nos clients aujourd'hui, c'est des avocats et des juristes. Ils fonctionnent dans des structures qui peuvent aller de l'avocat qui exerce à titre individuel, qui est un prosumer, jusqu'à l'avocat qui travaille dans un grand cabinet international, une équipe de plusieurs centaines de collaborateurs. Pareil côté direction juridique, tu as de la PME, comme tu as du grand groupe du CAC 40. Donc quand on a commencé, l'utilisateur qui venait naturellement, c'était celui qui construisait la stratégie juridique, qui avait besoin de l'information au moment où il était en train de faire sa recherche. Et donc, on a tout construit sur un modèle de self-serve. Donc, tu arrives, tu te crées ton compte et tu avais la possibilité de souscrire directement en ligne. Ce qui fait que c'était tout de suite les bases d'un modèle qui pouvait passer à l'échelle. Ok. Donc, toi, au sein de ton équipe, ton équipe, elle ressemble à quoi, en gros? On est 10. C'est pas énorme. Sur combien de personnes au total? 160 dans la boîte, une équipe d'une soixantaine de commerciaux maintenant. Ok. Donc tu vois à peu près l'effet de levier, et donc tu as les compétences représentées, content, product marketing, sales enablement, grosse, gestion inbound, outbound, et ops, vraiment le tooling, l'architecture Salesforce, et tous les satellites d'outils et de process qui existent autour de Salesforce. Ok. Une question que je me suis posée, parce que vous êtes dans le domaine dans lequel vous évoluez, il est très technique, très hard skills, ça s'invente pas, tu vois, ce type de compétences. Ouais. À quel point c'est nécessaire d'avoir un background juridique pour travailler chez Doctrine? Par exemple, est-ce que toi, tu as un background juridique? Je n'ai pas de background juridique. À tel point que quand s'est posé la question pour moi de rejoindre Doctrine, ma première réaction, ça a été de dire, mais attends, le droit, mais... C'est quoi ce truc poussiéreux? J'y connais rien, c'est pas intéressant. Dire la seule expérience que j'ai du droit, c'est à la limite ma mère qui est avocate. Donc j'avais vu travailler, j'avais vu ce qu'elle vivait au quotidien. D'accord. Et je pouvais un peu voir ce qu'étaient les problématiques qu'elle vivait. Donc tu peux travailler chez Doctrine si t'as pas fait de droit, mais en revanche, c'est sûr que si t'as fait du droit, c'est un accélérateur pour toi. Ce qu'on a réussi à mettre en place, c'est embaucher des personnes qui viennent du droit et les former ensuite au métier qu'ils allaient faire chez Doctrine. C'est particulièrement vrai chez les commerciaux. Tu as beaucoup de commerciaux qui sont des juristes de formation reconvertis, qui avaient envie de faire autre chose, qui voyaient aussi l'intérêt d'une solution comme Doctrine pour le métier qu'ils allaient exercer, et qui viennent chez nous apprendre le métier de commercial, mais avec ces fondamentaux techniques de maîtrise de l'information juridique. On parle quand même d'un métier où il faut entre 5 et 7 ans d'études pour maîtriser le sujet. Donc c'est sûr que c'est pas nous qui allons arriver du jour au lendemain en disant c'est bon, j'ai tout compris à ce que tu faisais. Donc tu as la partie commerciale où quand tu parles à un client, il faut que tu aies le même niveau de discours. Il faut quand même que tu sois crédible, que tu sois légitime dans ce que tu proposes. Mais tu as la partie tech aussi. Puisque ce qu'on fait, c'est avant tout une technologie. On a quand même fait venir des data scientists, des spécialistes de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes, qui ont dû comprendre ce qu'était l'information juridique,
Si on veut faire un parallèle, c'est le code source de la société. Donc on dit, Ouais. OK, c'est quoi le génome juridique? C'est quoi une décision de justice? C'est quoi un texte de loi? C'est quoi les occurrences et les similitudes qu'il peut y avoir entre différents contenus pour construire des modèles qui vont permettre de catégoriser cette information. Et ça, ils l'ont fait grâce aussi aux nombreux échanges qu'on a quotidiennement avec nos clients, avec nos prospects, et en interne avec des profils juridiques pour expliquer, aiguiller et permettre de proposer une technologie qui répond à des problématiques métiers. Ouais, parce qu'effectivement, je pense que c'est beaucoup plus simple en fait d'avoir un background technique et de monter en compétence sur des compétences commerciales ou marketing, tu vois, plutôt que l'inverse en fait. Ça me fait penser, truc un peu rien à voir, mais moi j'ai commencé ma carrière en tant qu'acheteur dans l'industrie et en fait j'ai pas du tout de background technique et ça me rendait fou de voir que en fait dans l'industrie, pour faire acheteur ou commercial, tu avais des gens qui avaient fait 5 ans d'études commerciales, 5 ans d'études d'acheteur, mais ils n'étaient pas prio face à des ingénieurs à qui ils allaient en fait faire monter en compétence sur des compétences, je sais pas, marketing, commercial et tout, via une mini-formation de 3 mois intensive. Et je me disais, mais putain, attends, là, moi, j'ai fait 5 ans d'études et en fait, je suis pas prio et tout. En fait, ça rend fou. Mais c'est vrai que bah, moi, monter en compétence sur des sujets d'ingénierie, mais ça allait me prendre des années. Et eux, ils avaient déjà ça. Donc là, j'ai l'impression, tu vois, ça me fait penser à ce truc-là en fait. Mais c'est exactement ça. Et après, quand tu parles du marketing, c'est aussi quand même comprendre un peu la cible que tu vas adresser. 100%. Genre, c'est quoi les drivers de cette cible? Qu'est-ce qui les anime au quotidien? Qu'est-ce qui les stresse? Comment est-ce que toi, tu te positionnes? Comment est-ce que tu peux te positionner par rapport à ça? Donc, faut un minimum de curiosité, beaucoup de bon sens pour se dire et interagir aussi avec la cible que tu vas adresser en disant mais parle-moi de tes problèmes. Et c'est le premier truc que j'ai fait en arrivant chez Doctrine. Je me souviens avoir passé beaucoup de temps au téléphone, en interview avec nos clients, juste à essayer de comprendre. Et à un moment, tu vas descendre à un niveau de granularité suffisamment fin pour te dire ok, en fait j'ai compris ce qui t'animait au quotidien, mais aussi ce qui te faisait peur dans ton métier. Et tu vas pas basculer dans un marketing de la peur, mais tu vas pouvoir utiliser des arguments qui sont plus émotionnels que rationnels pour positionner ta solution. Donc, faut arriver avec un peu de créativité, je suppose, et de finesse marketing, et ensuite une bonne compréhension et pouvoir s'appuyer aussi sur des compétences en interne pour dire, ok, en fait, quand on parle de droit, on parle de quoi? Ok, très intéressant. Et du coup, juste pour finir cette petite boucle-là, est-ce que toi, dans ton équipe, tu as des gens qui ont un background juridique? Non. Ok, ouais, donc... non. Ok, très bien. Ouais. Vous évoluez sur un marché qui est en fait très ancien. Tu disais le côté poussiéreux, etc. Tu vois. Qu'est-ce qui explique, selon toi, que Doctrine ait pu un peu se faire une place de choix, tu vois, dans cet univers si vite et pu un peu casser les codes? Je pense que la place de choix, elle vient déjà du fait qu'on a été sur un marché qui avait un courant ascendant. C'est-à-dire que si tu regardes un peu ce que sont les tendances du marché, il y a eu une rupture. Cette rupture, elle est liée à la disponibilité de l'information et l'absence d'une technologie qui permettait de la maîtriser. C'est-à-dire que, ce que je te disais tout à l'heure, si tu es avocat, tu as besoin de maîtriser toute l'information, mais si dans les outils que tu utilisais jusque-là et ta manière de travailler jusque-là, tu n'as pas accès à tout, et quand bien même tu aurais accès à tout, tu peux pas tout lire, tout voir, tout comprendre, en fait ça ne marche plus. Et donc nous, on est arrivé à un moment qui a démocratisé l'open data. L'open data, c'est une tendance de fond dans le monde entier qui impacte aussi l'information juridique. Et donc quand cette open data a été rendue disponible, il a fallu tout de suite se dire ok, comment je fais pour l'organiser? Et on est arrivé à ce moment-là sur un marché qu'on appelle un marché legacy. Donc, tu avais un oligopole qui était déjà en place depuis plusieurs décennies, bicentenaire pour certains acteurs, et qui avait toujours adressé la problématique d'une certaine manière. Et nous, on est arrivé en changeant le paradigme, en disant on ne va pas éditorialiser l'information juridique, on ne va pas faire une sélection humaine de ce qui peut avoir un intérêt, on va tout rendre accessible, tout rendre disponible. Et en faisant ça, en fait, on a répondu à la problématique du marché, qui était juste de dire c'est quoi la dernière jurisprudence sur ce sujet? J'en ai besoin là maintenant. Je suis en train de travailler. Il est 3h du mat. Je suis dans mon cabinet. J'ai envie de rentrer chez moi. Et j'ai besoin de cette information. Et le fait qu'on soit les premiers à l'avoir rendu disponible nous a immédiatement positionnés sur la carte et a permis très rapidement de générer du trafic entrant vers un modèle freemium de création de compte. Ok. Oui, il y a un peu cette approche. Ce que tu dis, c'est que
les autres acteurs, ils se positionnaient constamment avec un point de vue, et vous, l'élément différenciateur, ça a justement été le fait que vous refusiez d'avoir un point de vue et d'avoir une approche complètement agnostique et de se dire, voilà, nous, on met à dispo l'information, on n'est pas en train de la juger, non. Et c'est à vous de le faire, on vous laisse le faire par vous-même, quoi. Exactement. C'est toi le professionnel, c'est toi l'expert. On va juste mettre de l'info à ta disposition. Et c'est toi qui vas faire ton analyse, qui va poser un regard critique sur l'information en fonction du contexte de ton client et qui va construire la meilleure stratégie possible. Intéressant. Et tu as mentionné aussi un point qui est le côté technologique. Ouais. Moi qui ne connais pas très bien le secteur, tu vois, à quel point est-ce que y a aussi le fait que vous arrivez dans un secteur qui est, je sais pas, peu digitalisé, peu outillé, etc. Oui, c'est vrai pour le monde du droit comme c'est vrai pour beaucoup d'autres secteurs qui se sont équipés en technologie depuis. On était sur un monde... Il y avait des formes de technologie, mais que des acteurs qui n'avaient pas pris le virage suffisamment tôt de l'intelligence artificielle. Et donc, quand tu viens d'un autre ADN, tu fais un autre métier, tu le fais très très bien depuis des années, c'est pour ça que tu as des clients, c'est pour ça que tu as un gros chiffre d'affaires, c'est pour ça que tu es toujours là, mais tu as raté ce virage-là. Oui, donc, c'est pas l'élément différenciateur en fait, la techno. Vraiment, c'est le positionnement qu'on discutait tout à l'heure de l'ouverture et de l'approche agnostique. En fait, c'est vraiment ça. Et comment nous, on y a répondu technologiquement. La techno qu'on a développée depuis, on peut rentrer dans le détail si tu veux, c'est une technologie qui est unique en Europe. En fait, ce qu'on a passé 8 ans à construire, c'est quelque chose qu'on a appelé le Legal Graph, qui est un parallèle non caché au Social Graph de Facebook, évidemment, qui comprend tous les liens sous-jacents entre différents types d'informations. Ça, c'est un travail colossal. Il nous a fallu des années pour le mener à bien. Et aujourd'hui, c'est là-dessus que notre différenciateur technologique s'appuie. C'est là-dessus qu'un moteur de recherche va être plus pertinent qu'un autre. Qu'une IA générative va être plus pertinente qu'une autre. Et justement, vu qu'aujourd'hui, tu vois, il y a ce développement tellement exponentiel des IA, à quel point, en fait... ces outils-là, aujourd'hui, c'est un bonus pour vous. Parce que, en fait, la manière dont tu décris les choses, j'ai l'impression que vous aviez développé votre propre IA, en fait, en interne. Et je me dis, mais en fait, ils avaient un coup d'avance sur aujourd'hui les IA qui sont déjà disponibles. Du coup, à quel point est-ce que ces nouvelles technos, en fait, elles vous aident aujourd'hui ? Oui, on avait un coup d'avance. Parce que si tu regardes une IA générative, sa pertinence dépend des efforts que tu as réussi à fournir pour nourrir l'algorithme des informations pertinentes pour répondre à la question qui est posée. Donc, c'est un prérequis. Donc, oui, tout le travail qu'on a fait jusque-là nous a donné un énorme coup d'avance. Mais quand l'IA générative a déboulé il y a en gros 18-24 mois sur le marché, elle a pris tout le monde de court. On ne pouvait pas imaginer que tout irait aussi vite. Et c'est génial. Donc, les challenges auxquels le marché a fait face, évidemment qu'on y fait face aussi. Mais on est, avec le droit, sur un applicatif parfait pour une IA générative. C'est que du texte. Donc, c'est text in, text out. Donc, la seule différenciation qui va se faire ensuite pour tous les acteurs du marché qui développent des IA juridiques, c'est est-ce que la qualité de la donnée en entrée est suffisante pour avoir une qualité de réponse en sortie satisfaisante. Et c'est là-dessus qu'on voit qu'on travaille constamment et qu'on voit qu'on a construit vraiment un asset différenciateur. Ok, intéressant. C'est quoi aujourd'hui les piliers de votre acquisition ? Historiquement, le playbook acquisition, ça a été le SEO. Le coup de génie au tout début de Doctrine, là où ils ont vu qu'il y avait un trou dans le filet et qu'il fallait y passer, c'était le SEO. Parce qu'on était à la fois sur à la croisée des chemins de l'open data, donc la mise à disposition d'informations, sur un modèle où tous les acteurs du secteur fonctionnaient derrière principalement des paywalls. Donc ils sont arrivés et ils ont dit, tout ce qu'on indexe, c'est de l'information publique. Elle nous appartient pas, elle appartient à la démocratie, elle appartient à la société. On va l'indexer gratuitement dans Google. Et en allant chercher que des recherches très intentionnistes de long tail. Oui. Donc tu vois, c'est vraiment... Et à mon avis, ça ne manque pas dans votre domaine. Non, je te confirme que rapidement, c'est... En fait, on était pile poil sur ce qu'est le pain rencontré au quotidien par les 150 000 juristes qu'il y a en France. C'est j'ai besoin de cette information, elle est introuvable. Je suis en train de me taper la tête contre les murs. Je vais sur Google, je la cherche, je la trouve sur Doctrine.
Et puis j'en cherche une deuxième, je retombe sur Doctrine. Voilà, J'en cherche une au troisième. bout d'un moment, Ok. J'ai compris les gars. C'est bon, j'ai compris. Vous avez trouvé la façon de vous positionner sur le marché. Et donc ce trafic SEO, mais c'est marrant, ça me fait penser à une anecdote. Juste avant l'été, je parlais à une avocate qui est cliente, qui est une ancienne ministre, qui a déjà derrière elle quelques années de travail, quoi, quelques décennies. Et qui dit, je me souviens, quand j'ai commencé à travailler, on est dans les années 70-80, il est 3h du mat', je suis en train de tourner les pages d'un code, à essayer de trouver une information, mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est-à-dire que le temps que tu perds à faire ça, c'est rageant. T'as pas envie de faire ça à ce moment-là. Et donc, nous, on vient compresser, accélérer ce travail de recherche pour que une personne comme elle se concentre sur l'essentiel. Je suis là pour analyser. Je suis là pour construire une stratégie. C'est un peu ça aussi qui m'a donné envie de venir travailler chez Doctrine. Okay. À chaque fois que j'ai parlé à des avocats, ils m'ont dit « Non, mais tu te rends pas compte à quel point ma vie a changé depuis que j'utilise cet outil. » Et donc, pour répondre à ta question, assez rapidement, on a passé des paliers significatifs de trafic. Et aujourd'hui, on est autour du million de visiteurs mensuels, du million de visites mensuelles sur Doctrine. En France, il y a 150 000 professionnels du droit. Donc, on voit bien aussi que le trafic qu'on attire dépasse très largement ce qu'est notre client idéal. Et là-dessus, ça nous a permis de créer un flow entrant continu de création de comptes. Je crois que tu as eu plusieurs centaines de milliers de créations de comptes sur Doctrine depuis nos 8 ans d'existence. Et assez simplement, ton form, c'est une gare de triage. Tu vas isoler ceux qui sont les plus pertinents pour rentrer dans un cycle de vente commerciale. Comme tu étais très bas de marché au début, tu es sur une vente qui est assez transactionnelle. Tu as des gens qui viennent, qui ont compris leur problématique, qui voient la valeur de ta solution. Donc, tu vas réussir à vendre assez rapidement. Le SEO reste aujourd'hui le moteur de notre pénétration de marché. La différence, c'est que comme on est remonté haut de marché, tu vas juste regarder, tiens, j'ai une création de compte dans un compte qui est peut-être prospect, que je n'ai pas encore signé, que je connais mal. Et donc, tu vas remonter par l'utilisateur pour comprendre qui sont tous les utilisateurs potentiels de ce compte-là, remonter jusqu'au décisionnaire et avoir un go-to-market qui s'appuie sur l'inbound pour ensuite convertir en outbound. Ouais, là, ce que tu es en train de décrire, c'est vraiment le product, le playbook product-led sales, tu vois, où je me sers de ce que j'observe côté produit pour aller essayer de remonter sur la partie sales. Voilà. Tout est suivi, tout est quantifié, c'est que de la donnée intentionniste d'usage, qui utilise, qui n'utilise pas, dans quelle mesure, et comment moi, en tant que commercial ou marketing, je positionne mes campagnes, mes messages, mon discours de vente pour réussir à convaincre. Mais c'est aussi, ça explique aussi la raison pour laquelle dans ta petite équipe, on en revient sur le fait que tu as une petite équipe, tu as quelqu'un dédié au sales enablement. Exactement. Exactement. C'est essentiel. Si tu regardes un peu ce qui est, en tout cas, notre approche du go-to-market, tu as plein de métiers, mais tu as quelques clés de voûte. La première clé de voûte, c'est le product marketing. C'est comment est-ce que j'assure le pont entre ce qui est la proposition de valeur que l'équipe produit a développée et le discours que le sales doit porter pour être convaincant. Donc, toute cette réflexion autour du messaging et du positioning qu'on fait en amont et ensuite va ruisseler dans l'intégralité des campagnes qu'on va faire côté marketing et grosse ou dans le discours de vente qu'on va porter côté commercial. Et quand tu as 60 commerciaux qui sont segmentés sur différentes verticales et puis différents métiers, tu as tous les métiers de la vente qui sont représentés, de SDR, AE jusqu'à CSM, tu dois quand même t'assurer, de la cohérence du discours entre ce que tu dis en externe, en marketing, en one-to-many, et ce que tu vas dire en one-one avec un prospect, et de la maîtrise de l'environnement juridique dans lequel nos clients évoluent. Et donc, on a assez rapidement créé cette fonction Sales Enablement au sein de l'équipe Go-to-Market pour s'assurer de la bonne formation continue de l'intégralité de l'équipe commerciale. Ok. SEO, cette partie donc Sales Enablement, d'autres leviers un peu majeurs que vous avez ? Si tu regardes les grandes tendances, en fait, à partir du moment où tu sais que les gens te trouvent naturellement avec ton SEO, ton enjeu, c'est pas tellement l'acquisition, ça va peut-être devenir la réassurance. Ouais. Donc, comment est-ce que j'utilise d'autres leviers pour accompagner mes prospects, mes utilisateurs dans un cycle de vente ? Donc, assez rapidement, le paid
que ce soit Google ou LinkedIn principalement en réalité, est venue non pas pour générer un nouveau lead, mais pour accompagner l'éducation de nos prospects. Et c'est un travail qui s'est fait, tu vois, on a essayé de faire en sorte que l'effort marketing se fasse au même rythme que l'effort commercial, ciblant les mêmes comptes, stratégie d'ABM également assez classique, mais qui garantissait nos chances de succès pour un prospect ou un client lambda. Et donc, le SEO, on va dire que c'est 95% de ce qu'on fait. C'est du trafic gratuit, c'est génial. C'est de l'acquisition gratuite. Les 5% restants, ça va être un mix de paid, un peu d'événementiel, mais qui ne sont pas des leviers, qui sont des leviers qui sont vraiment annexes pour nous. Ouais, ok. Je me permets d'interrompre l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth et notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, donc de la génération de leads à leur conversion et leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la demand gen, l'outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail scientifique, data-driven et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Payfit ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non plus un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Et comme tu le disais, qui sont surtout pour de la conversion, en fait, ça aide à la conversion. Exactement. Ok. Je reviens juste tout à l'heure, tu disais ah tiens, je parlais avec l'avocate qui regardait le code et tout. En fait, ça m'a fait penser à, je sais pas si tu as déjà vu, j'imagine vu que tu travailles dans ce domaine-là, la série Suits. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et tu vois, moi, ça m'a fait penser à tous les juniors qui travaillent dans les cabinets et en fait, dont c'est le seul métier et qui sont dans l'espèce de cubicle, là, tu sais, ils sont tous les uns à côté des autres et ils passent leur journée à aller regarder la petite paperasse et tout machin. Et ça me fait vraiment penser à ça. Mais c'est exactement ça, c'est pas cliché. C'est-à-dire que l'organisation d'un cabinet d'avocat, elle est hyper pyramidale. Comme tu peux l'avoir dans beaucoup d'autres métiers. Mais quand tu arrives, tu es là pour apprendre le job, tu es là pour comprendre ce qu'est le droit, comment quand tu construis une stratégie juridique. Donc évidemment que c'est toi qu'on va envoyer à la mine. Quoi. Tu descends à la mine. Et la version très archaïque, peut-être un peu cliché, ça marche plus trop comme ça. C'est vraiment de dire, attends, j'ai une pile de dossiers, j'ai un tas de petits papiers là, et il va falloir que je les épluche un par un et que je comprenne les liens qu'il y a entre chaque pour ensuite isoler ce qui a de la pertinence pour commencer à constituer un dossier. Non, tu vois, tu peux plus travailler comme ça aujourd'hui, pas à l'ère de l'intelligence artificielle où, encore une fois, l'enjeu, c'est pas de faire le job à la place d'eux, c'est juste de faire en sorte que le professionnel se concentre sur ce qu'est son cœur de métier. Pas tellement gagner du temps, si c'est la finalité, tu gagnes du temps, mais c'est surtout pas en perdre. C'est ça qui est insupportable, c'est perdre du temps sur des choses que tu sais pouvoir faire de manière plus rapide, plus efficace, plus optimisée. Ouais, et puis il y a un truc que tu disais aussi, c'est à 3h du mat en train de faire ça. Va dormir. Non mais t'imagines. Et puis c'est ça tous les jours. Dormir. Tu sais, quand t'as les yeux rouges, tu sais plus comment tu t'appelles. Ouais, non mais je vois très bien. Y a un gros pilier en fait aussi de votre stratégie marketing globale qui repose sur du contenu et on a déjà eu l'occasion d'en discuter. Bon, y a la partie SEO. Bon, je mets ça un peu de côté, mais après donc au niveau des ads, je sais que je suis déjà tombé du coup sur des vidéos de doctrine, des choses comme ça. Alors que t'es pas avocat, on a un problème dans le ciblage. Non, mais je suis allé investiguer, tu vois, par moi-même. Mais c'est quoi un peu... Comment est-ce que vous travaillez votre contenu ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi un peu les formats que vous exploitez ? Dans quel objectif ? Ouais, c'est une bonne question. T'as dit au tout début qu'on était arrivé très vite sur ce marché. Et c'est vrai. Non, genre, ça a pris comme un feu de paille. On est arrivé très très vite, trop vite même pour une partie de la profession et des acteurs qui étaient déjà en place, qui fait que la problématique qu'on a eue, c'était pas de nous faire connaître, c'était de convaincre de la pertinence de ce qu'on avait à proposer, de rassurer en quelque sorte. Tu t'imagines, du jour au lendemain, tu as un acteur qui n'existait pas et qui est partout. Partout. Et tu l'as dit tout à l'heure, tu es avocat, tu fais tes recherches sur Google, tu tombes une fois sur Doctrine, 2 fois sur Doctrine, 3 fois sur Doctrine. Tu viens pour le contenu. Tu viens pas pour le contenant. Et en plus, tu vois à droite, à gauche qu'on essaye de comprendre ce qu'est Doctrine, c'est quoi cette bête étrange, comment ça fonctionne, c'est quoi la black box de l'intelligence artificielle. Et donc tout le contenu qu'on a toujours créé
a servi à rassurer, à créer quelque chose qui est indispensable quand tu es entrepreneur et quand tu fais du marketing, créer de la confiance. Et le format vidéo le plus emblématique qu'on a fait, c'est une série qui s'appelle Je le jure, qu'on a lancé. C'était un test. On ne savait pas ce que ça allait donner. Et qui, 30-40 épisodes plus tard, a fait 4 millions de vues. Ah ouais. Ouais. Mais pour la simple et bonne raison que on ne parle pas de doctrine dedans. Si tu regardes les vidéos, à aucun moment on parle de doctrine. C'est juste un avocat, face caméra, qui parle de son métier, de sa vocation, de sa profession, de pourquoi il se lève pour faire ça tous les matins. Et on a une chance inouïe chez Doctrine, parce que les avocats, enfin, je veux dire, c'est la version moderne du chevalier. Hein. Il est là pour défendre la veuve, l'orphelin, l'opprimé. Donc, c'est des gens qui sont habités par leur métier, habités par leur vocation. Donc, donne un micro à un avocat, mais tu es sûr de passer un moment incroyable. Ouais. C'est riche d'anecdotes, c'est très émotionnel. Et donc, ce qu'on a tout simplement fait, c'est à un moment où on a vécu une grosse crise de confiance sur le marché, Doctrine avait 1 an et demi, 2 ans, où on s'est vraiment dit, OK, là, si on ne réagit pas rapidement, dans 6 mois, on est tous au chômage. On a eu la chance de pouvoir travailler avec les plus grands ténors du barreau, à qui on a proposé un format qui n'existait pas. On a juste dit, voilà, je mets face caméra et raconte-moi ta vie. On a eu des heures et des heures de rush qu'on a monté en épisodes thématiques et qu'on a diffusé. On s'est fait un peu kiffer, on l'a fait un peu ambiance Netflix avec un épisode sorti chaque semaine et la possibilité de binge-watcher tout sur un site, en mettant juste, très simplement, très sobrement, à la fin de la vidéo, le logo Doctrine. Et donc, ce qui s'est passé quand on a fait ça, c'est que l'avocat, le juriste, promoteur ou détracteur de Doctrine, il ne pouvait pas ne pas adhérer à ce qu'était cette vidéo, ce qu'était le fond et la forme de la vidéo. Et y associer ensuite Doctrine. Et c'était ça la finalité. Ouais. Montrer que Doctrine était aux côtés de la profession, mais de la mission et de la vocation de la profession. On n'est pas des vendeurs de tapis. Le droit, c'est une matière vivante, c'est une matière qui est critique, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ce contenu nous a permis de rapidement recréer de la confiance et de se faire l'écho de ce qu'était le SEO. Donc, une fois qu'on a réussi à mettre ça en place et qu'on a compris comment ça marchait et qu'on a compris comment on pouvait faire passer cette création de contenu à l'échelle, pour en parler si tu veux, on avait les 2 pendants de ce qui était du coup une stratégie d'acquisition réussie. Les gens venaient pour le contenu avec le SEO et restaient pour le contenant Doctrine, parce qu'ils se reconnaissaient aussi dans ce qu'était la mission de l'entreprise. Excellent. Tu disais, je ne sais pas à quel point tu as la capacité de développer cette partie-là, mais vraiment ça m'intéresse. Tu disais crise de confiance sur le marché au bout de 1 an et demi. Ouais. Et du coup, il a fallu... voilà, donc là, tu es dans un marketing de gestion de crise, on est d'accord ? Ouais. Comment, c'est quoi un peu les... Déjà, qu'est-ce qui... Pourquoi il y avait une crise de confiance et qu'est-ce qui fait que, tu vois, quels ont été... Bon, tu as parlé d'un levier qui a réinstauré la confiance, qui était de montrer que on est aux côtés de la profession. Et c'est quoi un peu les leviers, tu vois, pour de gestion de crise dans cette période ? Alors, je pense que le premier point, et c'est 80% du job, c'est la valeur du produit. C'est-à-dire que de toute façon, nos utilisateurs, les avocats et les juristes, venaient sur Doctrine, utilisaient Doctrine, parce que ça répondait à une problématique du quotidien auquel aucun autre acteur en place répondait. Donc tu vois, déjà, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas un produit qui répond à une vraie problématique, qui apporte une vraie valeur à tes clients, bon, ça ne sert à rien de fournir des efforts pour essayer de faire grossir quelque chose qui n'est rien d'autre qu'une bulle. Mais une fois qu'on a fait ça, la crise de confiance, elle est venue de la réaction qu'ont eu les acteurs historiques aussi. C'est-à-dire que Doctrine existait depuis quelques mois, qu'on avait déjà des lettres d'assignation, des concurrents en place, qui ont essayé de ralentir notre croissance, qui ont vu aussi en Doctrine ce qu'était l'avenir du marché et peut-être ce qu'eux ne savaient pas encore faire. Oui. Donc bon, t'es le mâle dominant du marché. Évidemment que tu vas essayer de tuer la concurrence avant qu'elle arrive, avant qu'elle se développe trop.
Et pas de bol, vous êtes dans un domaine juridique, donc les pas de acteurs chance. en place savent maîtriser cet outil. Exactement. Genre, la lettre d'assignation, c'est la carte de vœux de l'avocat. Tu vois, c'est genre bonjour, comment vas-tu, je t'assigne. Et donc, parce que c'était les leaders historiques du marché, ils ont tout de suite pu faire rayonner une image peut-être un peu négative de ce que Doctrine était et de ce que Doctrine avait à proposer. Et c'est vraiment pile poil au moment où moi je suis arrivé. C'était il y a 6 ans et demi bientôt. Je suis un dinosaure chez Doctrine. 6 ans et demi, et je me souviens d'une conversation avec le fondateur de Doctrine où tu arrives 6 premiers mois dans ton job, VP marketing, tu te dis voilà, je vais déployer les outils à droite, à gauche, t'as pas de CRM, t'inquiète, je m'en occupe. Et là il m'a dit stop, attends, avant que tu fasses ça, la crise de confiance qu'on a, si on n'a pas collectivement trouvé un moyen de la régler, dans 6 mois on est mort. Donc ton CRM il servira à rien. Voilà, en vrai, genre t'engages pas sur un contrat pluriannuel avec HubSpot, ça sert à rien. Mais du coup, c'est très déstabilisant quand tu arrives aussi. Bah oui. T'es en train de prendre ton job, tu découvres un marché, tu découvres un univers. Parce que comme tu disais, en plus, t'as pas le background juridique. Donc ouais, voilà. Mais enfin bon, après une crise de confiance, tu vois, que tu viennes du métier ou non, tu vois vite ce que c'est, quoi. Quand ça commence à chauffer un peu. Et du coup, enfin, la solution, elle est venue par observation. C'est-à-dire que après quelques nuits blanches, je te cache pas. Je sais pas si c'était dû au stress du travail ou à mes enfants qui étaient petits, peut-être un peu des deux. On s'est dit, ok, ça veut dire quoi reconstruire de la confiance? Et enfin, je sais pas si on a eu des idées absolument géniales, mais en revanche, on a observé ce que faisaient d'autres marques. Et c'est à ce moment-là que j'ai regardé quelles sont les autres marques qui ont connu des crises de confiance et comment elles en sont sorties. Et tu regardes des grands équipementiers sportifs comme Nike, ils ont régulièrement des crises c'est clair. Où est-ce que tu fais fabriquer tes ballons, voilà, ouais. Et qui travaille sur la fabrication de tes ballons. Ouais. Et pourtant, ce sont quand même des marques qui arrivent à vendre, qui ont des clients qui sont des clients fidèles, qui adhèrent à ce que sont les missions, les visions. Et qu'est-ce qui fait que toi, quand tu vas courir un marathon, tu vas acheter Nike versus Adidas? Tu vois, c'est ça la finalité de l'exercice. Ouais. Et on a rapidement vu que toutes ces marques, en fait, elles faisaient toutes la même chose. Elles faisaient des contenus avec des têtes d'affiche sur des messages qui ne sont pas ce qu'est l'intérêt du produit. Oui. Mais qui l'utilise et pourquoi. Ouais. Intéressant. Et on s'est dit, ok, en fait, ça veut dire quoi pour un avocat? Et c'est comme ça qu'on est arrivé en disant, bah tiens, on va prendre les têtes d'affiche de notre secteur. Et on a eu les plus grandes, on a eu des anciens ministres, on a eu des ténors, on a eu des bâtonniers, on a eu vraiment on disait en interne, les Avengers de la profession, qui ont, parce qu'ils sont eux, créé le contenu dont on avait besoin. Nous, on s'est contenté de juste poser une caméra. Et donc, c'était très simple dans le concept, dans la réalisation et dans la distribution. Mais c'est recentré sur la vision de la boîte et la mission. Ouais, et voilà. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose, tu peux pas... T'as besoin de créer un biais quand même d'adhésion à ce que tu proposes. Donc, il faut quand même aussi à un moment faire en sorte que les gens, quand ils regardent ta marque, quand ils regardent ton contenu, quand ils regardent ton produit, ils puissent pas se dire autre chose que je suis d'accord. Et une fois que tu as ça, derrière ta conversation, elle est plus simple. Je crois que c'est un... Je suis un gars qui a une stat pour tout, mais qui se souvient jamais de qui l'a donné. C'est pas grave, vas-y, balance. C'est un professeur d'Harvard, je crois qu'il s'appelle Gerald Zatman, qui dit qui s'est intéressé à ce que sont ce qui dicte nos comportements d'achat en tant que consommateur, que tu fasses du B2B ou du B2C, et qui dit que 95% d'une décision d'achat, elle est irrationnelle. Elle se situe à un niveau purement émotionnel. Ce qui veut dire que 95% des efforts que tu dois fournir dans ton marketing, ils doivent être ciblés là-dessus. Si tu as fait ça, si tu as mis ton prospect dans de bonnes dispositions par rapport à ce qu'est la problématique que tu apportes, à laquelle tu réponds, pardon, tu as déjà fait 95% du chemin. Les 5% restants, c'est compliqué. Mais c'est toute l'efficience go-to-market, quoi. Et comme tu le disais aussi, il y a le produit parle aussi pour vous. Ouais. Et je pense que ces 5%, ils viennent aussi beaucoup du produit. Mais bien sûr.
Et c'est toute la valeur. C'est le moment où tu as un utilisateur qui rentre dans le produit et que instantanément, il va se dire « Ah ouais, ok, j'ai compris la valeur ». Bah oui. Tu sais, on parle souvent de aha moment. Ouais, le aha moment. Ouais, je pense que nous, en fait, il dure un quart de seconde. Ouais. Le mec arrive et « Waouh, ok, c'est bon. J'ai compris ». Et ça, c'est fort. C'est ça un peu les fondamentaux aussi. Tu parlais des piliers du go-to-market. Tu peux le décomposer différemment. Tu peux dire j'ai mon product market fit, c'est super. Donc, j'ai un marché, j'ai bien compris. J'ai compris ce qu'étaient les problématiques. Je mets en face un produit qui répond à cette problématique avec un time to value extrêmement court. J'ai un product market fit, c'est génial. Mais le troisième pilier, c'est ton product channel fit. Est-ce que j'ai la distribution pour mon produit qui me permet rapidement de passer à l'échelle? Et nous, ça a été le SEO. Et en fait, tout ce qu'on a fait depuis le début, c'est de décomposer ce qu'étaient ces piliers du go-to-market pour s'assurer d'être dans un cycle de croissance soutenu et rentable. La dernière partie, c'est ton pricing. C'est est-ce que le marché est prêt à payer un montant X pour le produit que je propose qui correspond ici au canal de distribution. Si tu fais du SEO et que tu proposes un outil à 10 000 euros, le self-serve, je ne suis pas sûr. Si tu fais du SEO et que tu proposes un produit qui peut aller de 50 à 150 euros par mois par utilisateur, ouais, ok, là, les gens sont prêts à le faire. Intéressant. D'un point de vue positionnement, on a beaucoup parlé de la concurrence et du fait que vous veniez dépoussiérer. Voilà. Il y a aussi un sujet qui est que vous avez quand même cherché à créer un peu une espèce de nouvelle catégorie de produits, à vous positionner un peu en appui sur le marché, on va dire. C'est quoi, comment vous avez fait ça? C'est quoi un peu les étapes pour venir ouvrir une nouvelle catégorie de produits? Ouais, c'est toujours intéressant de refaire le match en disant « Ah ouais, c'est comme ça qu'on a fait ». Non, mais peut-être avant de dire comment on a fait, c'est pourquoi on l'a fait. Le cerveau humain est fantastique. Il a besoin de catégoriser l'information le plus rapidement possible. Donc, tu es entrepreneur, tu proposes un service, tu vas me le pitcher et instantanément, je vais avoir besoin de le comparer à quelque chose. 100%. Donc, du coup, inconsciemment, mon raisonnement, ça va être de dire tiens, est-ce que ce que Jordan propose, c'est nouveau? Mais dans la vie, est-ce qu'il vaut mieux faire quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent? La nouveauté, c'est pas ça que les gens cherchent. Ils vont chercher quelque chose de différent qui répond à une nouvelle problématique de marché. Et quand on est arrivé, naturellement, le marché a essayé de nous mettre dans la catégorie qu'il connaissait, celle de l'édition juridique. Puis au bout d'un moment, on a dit non, mais arrêtez, on n'est pas un éditeur juridique, on est un acteur technologique. Mais tu vois, tu peux pas jouer avec les règles du jeu de quelqu'un d'autre. Tu peux pas jouer avec le champ lexical de quelqu'un d'autre. Complètement. Donc il a fallu que nous, on crée notre champ lexical pour dire il y a eu un shift sur ce marché qui est indépendamment de nous, qui est complètement indépendant de nous, pardon. L'explosion de l'information juridique et votre besoin de la maîtriser. Les acteurs qui étaient là jusque-là, que vous appelez édition juridique, qui est la catégorie dominante de ce marché-là, ne répond plus à cette problématique. Si vous voulez répondre à votre problématique du quotidien, vous avez besoin d'une nouvelle catégorie de produits. Et nous, on a appelé ça l'intelligence juridique. Donc, ce qu'on propose, c'est pas de l'édition juridique, c'est de l'intelligence juridique. Alors, au début, tu es un peu tout seul avec ton bâton de pèlerin quand même. Il dit bonjour, on propose une plateforme d'intelligence juridique. Pardon, c'est quoi ce truc? À quoi ça sert? Beaucoup de pédagogie, beaucoup d'évangélisation pour faire comprendre au marché ce qu'est le problème et du coup ce qu'est la solution à mettre en face. Et on a commencé à faire ça il y a 4 ans et on voit là depuis peut-être 2 ans que le marché s'est approprié ce concept-là. Donc ils viennent eux-mêmes te dire j'ai besoin d'une solution d'intelligence juridique. Donc quand tu as réussi à faire ça, je me souviens que la première fois où en tant que marketeur, j'ai entendu un prospect utiliser les mots qu'on avait choisis pour définir ce qu'était la catégorie de produit, ça fait plaisir. T'as un petit pincement au cœur quand même. Hein. T'as envie de lui faire un câlin, c'est pas approprié, donc tu le fais pas, mais t'as quand même un peu envie de lui faire un câlin. Bah, clairement. Cette catégorie de produits est depuis elle-même devenue ce qu'est le moteur de notre croissance. Parce que ce que tu as envie de créer sur le marché, c'est un consensus. Tu pourras jamais aller contre ce qu'est le consensus de marché. On va prendre un exemple lambda. Si tu regardes 2 fabricants de téléphones, Apple, Samsung, qui est le leader du marché? En fait, t'en sais rien. Mais tu vas
naturellement savoir que les produits qu'ils proposent répondent à la problématique que tu as. Donc, tu vas pas arriver demain en disant « je lance un nouveau smartphone ». Tu vas pas arriver en disant « bonjour, je vous présente Tasse à café, c'est une nouvelle marque de smartphone et on est les leaders du marché ». Ta première réaction, ça va être non, arrête, Non. je ne te connais pas. J'achète Apple depuis des années, donc non, je ne te connais pas. Donc il faut forcément que tu dises le produit que je propose, il correspond en rien à ce que vous connaissez. Voilà, c'est ça le pas de côté qu'on s'est efforcé de faire depuis le début. Et en même temps, tu vois, c'est là aussi, moi, un peu l'espèce d'équation que j'aimerais arriver à résoudre, c'est le pas de côté, on crée une nouvelle catégorie de produits. En même temps, le marché a ce besoin, comme tu le disais, de vous classer dans une catégorie qu'il connaît. Tu disais aussi que ça a pris à peu près 2 ans de ce que tu disais pour que vraiment le marché commence à s'approprier. Mais du coup, comment tu gères ce gap, tu vois ? En fait, c'est une transition qui se fait de manière très naturelle. La finalité, a priori, quand tu lances une boîte, tu as de l'ambition, tu as envie d'être leader de marché. Donc, la première question que tu te poses, c'est sur quel marché je me positionne, a priori. Et cette transition, en fait, une autre façon de le dire, c'est on est toujours en équilibre sur 2 pieds, qui est la captation de demande pour un service existant et la création de demande pour un produit futur. Donc, ce qui a fait le moteur de notre croissance historique, c'est capter la demande existante pour de l'information dans un funnel de vente maîtrisé qu'on a su faire passer à l'échelle. Oui, excuse-moi de te couper, mais il y a un point qui est très important, c'est que comme tu le disais, notamment d'un point de vue SEO, la personne, elle n'est pas en train de taper solution d'information juridique. Non. Elle dit donne-moi cette information précise. Et donc toi, tu captes l'information. Exactement. Et ensuite, tu as toute la capacité, tu as tout l'espace de pouvoir aussi l'éduquer sur le marché que tu essayes de pouvoir... Exactement. Et donc, tu as eu un effet de vase communicant. Il y a toujours des avocats et des juristes aujourd'hui qui ont envie de nous mettre dans la catégorie qu'eux connaissent. Il faut du temps pour créer ce consensus de marché. Essayer de rallier le marché autour de ce qu'est la solution qui répond à une problématique identifiée. Et du coup, de se dire, OK, tu vas rentrer dans un premier funnel qui est de la captation de demande classique, très data-driven, très quantifié, très processé. Tu as un workflow pour tout qui te permet d'être dans des cycles de vente qui sont de plus en plus courts, avec des équipes commerciales qui sont de plus en plus impactantes. Mais à côté de ça, on va pas te lâcher, mon pote. On va t'expliquer ce que sont les fondamentaux du problème que tu ressens aujourd'hui, si même toi, tu n'as pas encore réussi à mettre les mots dessus. Et t'envoyer vers, au final, ce qu'est l'avenir. Et tout ça, ça s'inscrit dans un mouvement de marché plus large. On parlait au tout début d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as des avocats qui se sont réveillés en disant « Ah, j'ai besoin d'intégrer de l'intelligence artificielle dans mon métier. » Je veux dire, on l'a tous connu. Hein. Je suis sûr que toi... Tout le monde s'est dit ça. Voilà, tu as des clients qui disent « Comment je peux faire de l'intelligence artificielle dans mon marketing ?» Donc, c'est vrai dans tous les métiers. Et donc, il y a eu une sorte de tempête parfaite où tu as eu l'alignement de on est arrivé au bon moment sur le marché pour créer un leader sur l'information juridique et avoir les fondamentaux technologiques qui nous permettent aujourd'hui de grandir sur la demande d'intelligence artificielle générative. Donc, ça, c'est probablement le once in a lifetime, quoi. C'est la trajectoire parfaite. Un truc aussi que je me dis, c'est cette problématique de positionnement, réflexion comme ça, mais je me dis, si vous aviez commencé avec un go-to-market inverse, à savoir vous commenciez par de l'enterprise et puis ensuite vous vouliez aller au plus bas de marché, en fait, ça aurait sûrement été impossible parce que quand tu es sur du enterprise, les gens vont vouloir te comparer avec des acteurs du secteur. Or là, il n'y a personne avec qui te comparer. Du coup, ils t'auraient comparé avec les mauvais acteurs. Et en fait, tu n'aurais pas réussi à tirer ton épingle du jeu. Là où, effectivement, quand tu prends le bas de marché, on en revient au fait qu'ils ne sont pas en train de se dire « il me faut un éditeur, une solution de machin ». Ils ont le problème, ils cherchent la solution et toi, tu es là, en fait. Exactement. Ouais. Je veux dire, c'est probablement possible. Il y a beaucoup de boîtes qui se sont développées comme ça. Mais il faut sortir les rames, quoi. C'est juste... Je pense que ça
implique une organisation go-to-market différente. Ouais, complètement. Peut-être que si on était comme ça, l'équipe marketing aurait 10 personnes qui font du contenu au quotidien pour avoir les bons arguments pédagogiques, être convaincant, être bien positionné sur pléthore de keywords dans les moteurs de recherche, qui est une problématique que nous, on n'a pas eu. On a eu une chance phénoménale. Bah oui. Ouais. Et ce qui montre aussi l'importance du product-led growth, en gardant à l'esprit que si tu n'as pas cet extra, c'est la logique du dernier kilomètre, quoi. J'ai fait 99% du chemin, mais qui c'est qui va marquer le but, quoi. Tu vois, qui est-ce qui va prendre le prospect et l'utilisateur par la main, faire le dernier effort de conviction pour le transformer en client. Et si on n'avait pas eu une équipe commerciale d'une efficacité affolante, on n'aurait pas réussi à grossir comme on a grossi. Ouais, bien sûr. Ok. Question comme ça très rapide, mais tout à l'heure, donc on parlait du fait que, notamment là, quand ça a été un peu la crise, en fait, manque de bol, vous êtes sur un domaine où les gens, ils n'ont pas peur de faire des assignations et des choses comme ça. Est-ce que d'un point de vue marketing, tu considères que tu as beaucoup plus de contraintes dans ton marketing du fait de travailler dans cette industrie versus une autre? Non, parce que en fait, il faut toujours être très respectueux du marché sur lequel tu es et de la sensibilité des informations que manipulent nos clients. Mais on ne s'est jamais mis de barrière. Et parce qu'on a toujours fait des choses qui étaient quand même, dans le fond, très simples. On n'a pas essayé on a toujours essayé de ne pas se parler à nous-mêmes. C'est un peu le danger du marketing. Je ne comprends pas. Les contenus que je fais intéressent personne. Bah ouais, mec, mais peut-être parce que en fait, tu t'es pas intéressé à qui était ta cible. Donc, on a encore une fois, parce qu'on pouvait s'appuyer sur ce qu'était le product market fit, on a toujours fait un marketing qui était très orienté vers de l'émotionnel. Moi, j'ai toujours eu pour objectif de créer une fanbase, quoi. Que Doctrine soit une love brand. Et c'est le cas pour beaucoup de nos clients aujourd'hui. Et ce qui fait derrière qu'on n'a pas eu besoin de se faufiler entre des réglementations contraignantes, entre des sujets tabous et les égos des uns et des autres. On a toujours fait quelque chose qui était plein de bon sens et qui a priori, vu le chemin parcouru sur les 8 dernières années, porté notre croissance. Excellent. C'est quoi les prochaines étapes pour vous là ? Très personnellement, un des grands sujets de fierté, c'est de voir la croissance qu'on a eue sur les 8 dernières années, d'avoir réussi à devenir un leader de marché en faisant un seul produit, une petite niche, un seul pays. C'est-à-dire que le niveau d'ARR qu'on a, quand tu le ramènes à ça, il est world class. Et du coup, quand tu dis, c'est quoi la croissance de Doctrine demain ? C'est toujours de la croissance organique, enrichir notre offre produit, répondre à de nouvelles problématiques. Ça peut être de la croissance externe. On a racheté une première entreprise il y a un petit peu moins d'1 an qui nous donne un nouveau levier technologique. Et le début de l'internationalisation. Tu te dis qu'en fait, cette exponentielle de croissance d'ARR, si tu la regardes dans 5 ans, c'est microscopique, quoi. Et de savoir que tu as ce potentiel devant toi, déjà, c'est extrêmement motivant. Extrêmement motivant. Ça te fait poser aussi beaucoup de questions. Mais c'est extrêmement motivant. Donc, les challenges de demain, ça va être comment est-ce que je gère du multiproduit dans mes parcours clients, dans mes offres commerciales, dans tout mon customer marketing. Parce que c'est très bien d'avoir plein de produits, mais c'est toujours un peu la règle des 20-80, quoi. Tu as 80% de tes utilisateurs qui vont utiliser 20% de tes produits. Donc, il ne faut pas aussi non plus que tu aies un produit qui reste dans un coin complètement délaissé parce que tu y as passé du temps, tu y as passé de l'énergie, tu as investi aussi pour qu'il existe. Donc, comment est-ce que je fais pour que ce produit qui répond à une problématique de valeur qui a été prouvée par toute la discovery qu'on a faite soit intégré, soit visible et soit vendu ? Ça va forcément demander de repenser une partie de notre go-to-market, de l'organisation commerciale, des choses qui peuvent sembler très fond de cale, mais tout le modèle de données qui nous permet de dire un utilisateur est utilisateur de plusieurs produits et voilà les différents niveaux d'accès qu'il a à ces différents produits et est-ce qu'il est client de quoi, que ce soit facilement
utilisable, exploitable par un commercial, qu'il soit AE ou CSM, dans une logique first sell ou cross-sell, upsell, c'est un sacré challenge. Ouais. Donc là, on est en plein dedans, on se prend des murs, mais c'est le sens de l'histoire. Et ensuite, comment est-ce que je fais ça, mais à l'international? Pas toutes les réponses. Oui, j'imagine que tu les as pas encore. Non, j'en ai même... On n'en a pas encore beaucoup, mais on a toujours été dans un process très itératif chez Doctrine. Je pense que c'est aussi ça qui fait la richesse du métier. C'est ça qui fait qu'au bout de 6 ans, je ne me suis pas ennuyé une seconde et j'ai l'impression de changer de job tous les 6 mois. C'est que tant que tu arrives à bien poser et conceptualiser le problème, tu vas pouvoir chercher une solution. Mais si tu ne sais pas dans quelle direction tu avances, ou que tu pars du principe que tu as déjà les réponses, c'est la recette de l'échec. Et donc, on a toujours une posture très humble dans ce qu'on fait. T'es un peu innocente aussi. Tu vois, il faut faire preuve d'innocence. Faut pas avoir peur de poser des questions qui peuvent paraître un peu bêtes quand tu commences, mais qui te permettent de t'assurer que tu pars dans la bonne direction. Donc, on restera fidèle à ce qui a fait le succès de nos playbooks jusque-là, et je suis assez confiant sur le fait qu'on va y arriver. Super. Écoute, merci pour tout ce partage. Merci beaucoup, Grégoire. Plein de bonnes vibes pour la suite. Voilà, parce qu'effectivement, il y a pas mal de beaux challenges. Pour les gens qui veulent te suivre, on les envoie sur LinkedIn ? Oui, c'est un endroit où je peux répondre. Ok, super. Merci beaucoup Grégoire, merci à toutes les personnes qui écoutent encore l'épisode, merci d'avoir suivi jusque-là. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le like, le commentaire, le partage. Et si vous voulez aller voir un autre épisode qui parle de création de catégories, je vous renvoie vers cet épisode.